Alors on commence cette vidéo avec un petit tutoriel parce que j'ai eu un message qui me dit comme quoi je comprendrai jamais comment tu fais pour filmer les gens à leur insu. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Il y a deux techniques. La première, alors c'est il faut avoir un sac et c'est parfait en fait lorsque tu as un sac parce que généralement les mecs qui ont des sacs, là on est comme ça, tu es en train de marcher et là ce que tu peux faire c'est implémenter, paf, ton téléphone. Et là, la personne, elle se dira pas en face, putain, il est en train de me filmer. Elle se dira, bon, bah, tout simplement, il a le téléphone qui tient la bretelle, la main qui tient le téléphone avec la bretelle. Donc, bon, alibi, quoi. La bretelle, c'est l'alibi au téléphone qui est en train de filmer ce qui se passe. Et puis, si t'as pas de sac, bah, tu fais tout simplement le mec qui est occupé sur son téléphone à regarder les news, à regarder les messages, alors qu'en fait, tu es en train de filmer en loose day, quoi. Voilà. Donc bon, et puis c'est pareil, encore une fois, même sans sac, tu peux très bien être là. Enfin, tu as le téléphone dans la main, alors qu'en fait, tu es en train de filmer la personne en face, tu regardes à droite, à gauche, et donc du coup, elle verra rien, quoi. Donc, mais ça, en général, ça sort de la tête des vicelards comme moi et bon nombre d'entre eux, mais les gens qui parfaitement honnêtes et dénués de vices ont du mal à se mettre dans la tête que tu peux faire ce genre de truc. Parce que pour eux, filmer quelqu'un, ça veut dire être explicite façon, tu sais, le daron des années 90 avec le caméscope, quoi. Tu filmes ouvertement les gens alors qu'en fait, il y a des parades. Donc, pas besoin d'investir dans des lunettes sophistiquées à 100 balles comme les Laurent Baffy et autres prankeurs. Tu peux faire ce genre de truc, surtout qu'au niveau de la poitrine, on est très bon au niveau du cadrage, c'est parfait. Tu as tout l'ensemble de la personne, là, au niveau du son, c'est bon, quoi. Donc voilà. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une news. C'est un Français qui a misé 150 000 euros pour entreprendre. Son entreprise, c'était des châteaux gonflables, enfin, c'était des petits obstacles gonflables sur l'eau. Et là, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a des Français qui ne comprennent pas dans quel pays ils vivent, quoi. Alors, à sa décharge, euh, il a entrepris dans une... Donc là, c'est le côté pédant parisien qui parle. Une ville qui sonne village. Et moi, je pars du principe que dès l'instant où tu me donnes le nom d'une ville et que je la connais pas, pour moi, c'est un village. Tu vois, je me suis dit, petit côté, voilà. Et donc, je pense qu'il a voulu entreprendre dans un endroit plutôt épargné, tu vois, nature. Et pourtant, il s'est fait rattraper, c'est le cas de le dire, par la nature, mais française. En fait, le synthétisme français, la nature dévoyée. Et donc, bah, il s'est retrouvé dans le pétrin, puisque à un moment donné, t'as pas le choix, tu peux pas filtrer, hein, la discrimination étant interdite en France, tu peux pas choisir tes clients. Donc il a dû accepter le tout venant. Et là où c'est litigieux en France le fait d'entreprendre, c'est que c'est au choix. En fait, c'est une opération perdant-perdant parce que soit tu entreprends, ça marche, et donc tu vas à un moment donné voir arriver dans ton entreprise des indésirables qui voudront se greffer au projet. Et ça me fait penser même d'ailleurs au white flight. C'est-à-dire que le white flight, c'est l'envol des Français de souche dans des endroits qui ont été terrassés, donc dans des nouveaux endroits, on va dire, euh, viables et fertiles. Mais à un moment donné, ces gens-là vont entreprendre et vont dynamiser le nouvel endroit dans lequel ils vont. Et les mêmes qu'ils ont quittés vont venir les rejoindre. Et dans le futur, on peut le voir comme ça, l'Europe centrale va devenir l'Eldorado qu'a été la France dans les années 60 et vont attirer du coup les... en gros, pour l'imager, c'est l'histoire de vagues de criquets qui vont de champ fertile en champ fertile. Et entreprendre en France, soit un restaurant qui devient coté ou une boîte à la mode d'ailleurs, là où j'habite, il y avait une boîte de nuit qui marchait très très bien, mais à un moment donné marchait très bien en France, ça revient à ce que je te disais, c'est que tu t'attires la venue d'indésirables qui vont venir te pourrir le projet. Voilà. Et donc voilà, donc ce mec, 150 000 balles, il les a perdus bêtement, alors que c'est toujours le but avec cette chaîne TikTok, hein, c'est de jouer du contraste entre la France et la Pologne. Là où j'habite, c'est-à-dire la moitié de l'année à Poznan, en Pologne, vous avez un lac synthétique Malta. Et là, c'est une kermesse à la Astérix, c'est-à-dire que vous avez des activités tous les 5 mètres.
Vous avez un petit roller coaster, ensuite c'est saut à l'élastique, entre les deux un petit kiosque de vente de glace à la pistache géré par 4 bonnes femmes, 4 top modèles, autant le dire. Là, et ensuite tu arrives sur Aqua Boulevard, enfin pas Aqua Boulevard justement, Aqualand, et ça marche quoi. Donc il y a pas de frein, il y a pas d'insécurité, les gens sortent parce qu'ils se sentent bien, et donc du coup ça dynamise les entreprises locales qui fleurissent et qui vont créer par effet d'émulation d'autres entreprises, et ensuite tu as ce jardin harmonieux qui nous est cher. Et tu sais comment il s'appelle ce jardin harmonieux? L'Europe intacte. Voilà. Donc le frein à l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, quoi. Alors après, si tu comptes en plus l'État qui te taxe de toutes parts, en fait, tu te rends compte que bah, t'as la tête coincée dans l'étau, quoi, entre le prolétariat, on va dire ça comme ça, importé, donc le consommateur qui fait chier, qui parasite ton projet au point de vue technique, et puis ensuite tu as l'hyperclasse d'en haut qui te fait chier avec des taxes sorties de leur chapeau, quoi. Donc c'est très vite étouffant, et tu te retrouves avec des entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte. Donc pour en revenir à Malta, en Pologne, là où je t'ai dit c'est hyper sympa, et cet entrepreneur-là, il aurait dû miser ses billes dans un endroit pareil. Voilà, il aurait dû miser ses billes, mais il ne l'a pas fait. Et là, au moment où je te parle, il y a un petit nain qui est en train de me regarder et qui ne comprend pas que quand je parle au téléphone, il faut quand même éviter de me faire chier. J'ai fait De quoi? ça. Bien, tu casses des branches. T'es un bon, toi. Toi, tu iras loin dans la vie. Toi, t'as dit quand tu pourrais être président. Et moi, on m'avait dit que les entrepreneurs faisaient des études de marché. C'est le grand truc, les études de marché avant d'entreprendre. Bon, je ne vais pas me la jouer plus entrepreneur que les entrepreneurs, mais c'est quand même la base. C'est, lorsque tu t'implantes dans un endroit, l'étude de marché, c'est prendre en considération la concurrence potentielle, le type de clientèle, enfin l'environnement, tout un tas de facteurs. Et il n'y a jamais ce facteur-là, qui est pourtant primordial, c'est savoir est-ce que l'endroit où je m'apprête à entreprendre est multiculturel ou non. Parce qu'il y en a qui réfléchissent sous la nature, qui aiment, comme on pourrait dire, faire corps avec la nature, et puis il y en a qui la détruisent. Papa, ça c'est aussi dur. Ah, c'est moi qui ai fait. Ben voilà. Tu vois? Fais voir un peu les muscles, tu vois? Et c'est dur ça, c'est de plus en plus dur. Où j'en étais? C'est pour ça, non, les enfants, à un moment donné, je sais pas, je me pose la question si c'est une bonne idée, quoi. Toi, t'es là, tu fais des vidéos, tu dis, mais est-ce que j'ai bien cassé la branche? Est-ce que mon muscle, il est dur? Allez, c'est bon. Allez. C'est cool. Bon, j'étais coupé dans la dynamique, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait mieux fait de miser ses billes à Malta, tu vois, en Europe centrale, quoi. Bon, après, c'est un projet en soi, parce que c'est un pays qui n'est pas le tien, donc ça demande beaucoup plus d'endurance. Là, t'es pas en terrain conquis. Mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Bon, moi je trouve ça absurde de manière générale d'entreprendre en France. Là, c'est des trucs qu'il fallait faire avant, à une certaine époque, ouais, mais ça pue de. C'est comme le mec qui va faire une boulangerie à Saint-Denis, le mec qui s'appelle Roger, tu vois, sa petite moustache, petit français béret baguette, tu fais pas ça, quoi. Là, à la limite, un coiffeur tunisien tout juste arrivé en France, ouais, Saint-Denis, c'est pour lui, si tu veux. Bon, il y a la même logique, mais appliquée à toute la France. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut comprendre que Roger le boulanger, il pourra plus faire sa boulangerie qui ne sera pas appréciée à sa juste valeur, aussi bien à Saint-Denis que dans toute la France, puisque la France devient Saint-Denis. Bon. Donc, pour jouer du contraste, encore une fois, la Pologne. La Pologne, à un moment donné, moi j'étais en train de chercher un fournisseur internet, et c'est vrai que c'est un peu le point noir en Pologne, parce que les fournisseurs, c'est compliqué, quoi. Tu as l'impression qu'ils veulent pas vendre, donc c'est un truc à la. En fait, les entrepreneurs polonais sont très très bons quand il s'agit de bosser pour eux-mêmes, parce que tu vois, mais quand il s'agit de bosser pour un autre,
tu sens que le sens du service, il est particulier, quoi. Donc, tu as des mecs qui te disent comme quoi: «Non, non, on dessert pas votre quartier», tu as vraiment l'impression qu'ils veulent pas vendre. Donc j'étais dans ce fameux bâtiment et je cherchais le bureau du fournisseur internet. Donc là, je vais d'un étage à un autre, nanana, donc la secrétaire qui 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 avait pas envie de bosser, quoi. Elle avait pas envie d'être là, voilà. J'ai essayé de passer le coup de charme à la française et tout, mais c'était encore pire, hein. Parce que la French touch, en tout cas en Pologne, hein, bon, ils te diront, à la limite, ils t'applaudiront, c'est un petit peu, ils te diront: «Ouais, tu sens bon, elle est belle ta chemise», mais ça t'ouvrira pas de nouvelles portes, quoi. C'est la hype française est passée, quoi. Ça y est, ils ont compris que, enfin les nanas ont compris par exemple que leurs hommes sont en forme, bien portants, savent discuter, savent entretenir une relation et là. Réciproquement, les hommes aiment leurs femmes, donc toi tu es une petite pièce rapportée, optionnelle, mais voilà. Et donc, bah, j'étais perdu dans ce bâtiment et à un moment donné, 4e, 5e étage, j'ouvre un bureau que je croyais être, le bureau de mon fournisseur potentiel d'internet et là je tombe sur quoi? Aïe, 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 association halal. Ouais, avec le barbu qui est en train de sweeper sur internet et tout, bon, j'ai fait: «Vas-y, on va aller dans un cybercafé plutôt, je vais pas avoir internet à la maison et terminé». Donc j'ai squatté pendant pas mal de temps un cybercafé en Pologne et là, donc c'est je t'ai dit, on se joue du contraste, ce qui se passe en France, c'est ça a rien à voir. C'est-à-dire, le comment, décrire ce cybercafé? En fait, pour rentrer à l'intérieur, moi, parce que je suis un mec des années 90 et au début des années 2000, on avait des cybercafés. Il y avait un mec qui était derrière un bureau, tu lui donnais 4 balles et tu pouvais pendant 1 heure aller sur l'ordinateur. Terminé tout ça. Là, tu envoies un message, automatiquement, tu reçois un message qui te donne un code à taper dans le digicode, ça t'ouvre la porte et là, tu as un océan d'ordinateurs nouvelle génération avec lumière tamisée, petit sambon, le sambon là qui diffuse toutes les 3 minutes, tu entends comme ça, tout est avec des murs stylisés, j'allais dire des tags, mais en fait c'est des tags super jolis, tu sais, qui représentent des, des, euh, des personnages de Heroic Fantasy, Lord of the Rings et tout, quoi. Je m'installe, petit siège, dernier cri, tout logiciel, rentrez votre code, tac, 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 il y a des gens. Arrête, 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 je suis en train. Oh putain, attention. Et, ouais, donc je m'installe et tout. Et je me dis, putain, mais ce serait pas possible d'entreprendre ce genre de truc tout simplement en France, quoi. Parce que il n'y avait pas un seul gérant et je me suis dit, mais là, si je veux, je prends une souris, un écran, tu sais, un écran plat, je me casse, tu vois, avec tout ça sous le coude et je me bats. Et en fait, le mec, le gérant, il est en mode Alec Baldwin chez lui et il gère tout ça à distance. Il a 3-4 sites, parce que c'est une chaîne, ça, son cybercafé, là. Je l'ai rencontré, j'en parlerai après. Et il gère tout ça. Donc je crois que c'est dans Basic Instinct qu'Alec Baldwin, là, avec la musique que j'aime bien. Et il a plusieurs écrans et il gère ça. Clope au bec, et il a les thunes qui rentrent. Nanana. Donc, ce que je veux dire par là, c'est comme quoi la vie d'entrepreneur, enfin la vie en général même, elle est tellement facilitée lorsque t'as pas, lorsque tu es dans un endroit sécuritaire où les gens sont civilisés. Je dis pas, il doit y avoir de temps en temps un mec qui vole une souris ou conneries. Faut pas suridéaliser non plus, mais c'est sans rapport avec ce qu'on connaît en France. Tu vois. Donc, je reviens sur mes pattes pour te dire, ça c'est le slogan, hein, de cette chaîne YouTube, c'est 2 sols, 2 ambiances. Voilà. Et donc, j'ai discuté avec ce gérant. Alors, en fait, j'étais obligé de le jalouser, en fait. J'étais obligé, mais gentiment. Tu sais, je le vois comme tu sais, c'est de la concurrence, comment on pourrait appeler ça? Fraternelle. Tu vois un frangin bien mis, bien servi, tu es content pour lui, mais tu dis: «Putain, moi aussi j'aurais aimé être servi pareil, quoi», tu vois? Parce que, le mec, il est d'une légèreté, tu sens qu'il a eu aucun traumatisme dans sa vie. Il surfe, tu vois, il est là, clac, clac, il arrive, cheveux dans le vent, il pose son petit trench ou alors il sort son ordi portable pour compter sur son fichier Excel, là, les rentrées d'argent, les machins. Il fait: «Eh, ça va toi, t'es français? Ouais, tranquille, j'aime bien la France».
Et là, on se met à discuter. Et je lui fais, ok, t'aimes bien la France, ouais, c'est cool, nanana. Et moi, c'est fini, je fais plus de. Je sonde plutôt la personne avant de mettre mon grain, si tu veux. Et là, je sens qu'il y a une porte ouverte parce qu'il me dit la France, c'est bien, mais. Et là, bon, c'est le Polonais moyen, il te dit ouais, non, mais la France, l'immigration, tout ça, vous avez trop d'étrangers, moi je suis pas pour ce genre de truc, et tout, donc ouvertement, quoi. Et voilà, donc en gros, un entrepreneur à succès, cheveux dans le vent, un mix entre l'innocence de Forrest Gump et le côté bouffeur de cul, quoi, la Christian Bale, tu vois, qui a pas peur de bander le muscle et tout, quoi. Et ça, c'est bon, parce qu'on est vraiment, on n'est pas sur de l'européen égratigné par le bolchevisme sauce alcoolique de l'Est et le progressiste typique de l'Ouest. Donc on a une formule très intéressante qui fait que là, devant moi, il y a un mec en forme, qui a les bonnes idées, qui a du pognon. Je te dis, je le jalouse gentiment, mais c'est ce que je veux. C'est ce que je veux pour mon pays, pour mon peuple, parce que ces gens-là génèrent de la pousse viable qui, à un moment donné, sa pousse, elle va rencontrer la mienne. Ils vont faire des enfants, et là, tu vois, on est dans le principe du jardin harmonieux. Voilà. Donc bon. Voilà, donc deux sols, deux ambiances, une manière d'entreprendre en France et une manière d'entreprendre en Europe centrale, totalement différente. Allez, ciao.